Salut à tous. Bon, pas de chichi, c'est un petit vlog parce qu'on est tous dans une période un peu compliquée et on croise les doigts pour que ça s'améliore. Mais donc là c'est un vlog nocturne, vous voyez je suis près de mon petit puits et je voulais vous partager un point important que je réfléchis et que j'inspecte aussi depuis 2019 en gros. Et ça va être le sujet de ce vlog, c'est la génération procédurale. Alors ouais, vous allez me dire, qu'est-ce que tu viens nous parler de ça? Tu fais des figurines, ferme ta bouche et puis retourne faire tes pitous. Bon, en fait, vous allez voir que c'est très très lié. Si je veux vous en parler, c'est parce que, comme je vous le dis, depuis 2019, je suis en contact de plus en plus avec d'autres créateurs 3D. J'ai même eu la chance de pouvoir approcher en fait des gens qui font des jeux vidéo, de l'animation 3D pour des films, ce genre de choses, sans forcément rentrer dans ce milieu-là, hein, mais juste ne serait-ce que d'échanger avec eux, et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses à chaque fois, dans le bon sens comme dans le mauvais. Il y a vraiment toujours des trucs cool à apprendre. Et du coup, en 2019, j'ai appris, parce que c'était complètement inconnu pour moi, la génération procédurale, donc par ordinateur, hein, évidemment. C'est celle qui est utilisée le plus souvent aujourd'hui. C'est quoi la génération procédurale? La génération procédurale, si je me souviens bien du terme et de ce que ça veut dire que on va créer des objets numériques. Donc des objets numériques, c'est quoi? Ça peut être de la musique, ça peut être des fichiers 3D, ça peut être du texte, ça peut être vraiment plein de choses, tout ce qu'on trouve sur un ordinateur en fait. Donc créer un objet numérique de manière massive, c'est-à-dire qu'on va en faire beaucoup, et en respectant toute une série de règles liées à des algorithmes. Bon, il y a pas mal de mots qui piquent dans cette phrase. Ouais, c'est pas faux. Pour faire plus simple, la génération procédurale, c'est le fait de mettre plein de données, donc on va parler d'impression 3D là. Dans le cas d'impression 3D, on va mettre plein de petits objets différents. Ensuite, on va créer des règles, des contraintes. On va appuyer sur un bouton et ça va générer un truc à base des objets qu'on a mis dans la base de données au départ. Bon, ça c'est la génération procédurale. Ce truc-là, ça existe depuis super longtemps, pas tant que ça en fait. C'est vraiment utilisé couramment dans le milieu du jeu vidéo, de l'animation 3D depuis une vingtaine d'années. Donc c'est encore c'est tout jeune dans l'histoire de l'humanité, mais à l'échelle de ma vie, ça fait longtemps. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on l'utilise, et ce truc-là est utilisé aujourd'hui de manière ultra massive, surtout dans le jeu vidéo, hein, on va pas se mentir, pour créer des superbes décors, pour créer des villes complètes, pour créer des paysages, c'est beaucoup de choses comme ça en fait, hein. Il y en a même pour créer des plantes, etc. Et tout ça de manière quasi automatisée. Et forcément, puisque ça existe dans le milieu du jeu vidéo, et du coup dans le milieu de l'animation 3D, c'est de la 3D, donc forcément, ça peut servir aussi à l'impression 3D. Et c'est là où je veux en venir. Parce que je constate de plus en plus en ce moment que énormément de choses que je vois apparaître sur Internet, et puis pour l'avoir constaté pour l'un d'entre eux, qu'il y a de la génération procédurale derrière. C'est-à-dire que ce n'est même plus un humain qui vend le produit, le fichier 3D destiné à l'impression 3D. Enfin, c'est un humain qui le vend, mais c'est pas un humain qui l'a fait. Alors, pour être plus clair, attention, hein, parce que, ah oui, cette vidéo, pour info, elle va piquer très fort pour moi, parce que je vais vraiment pas me faire que des potes dans le milieu de la conception 3D, de la sculpture, etc. Parce que ça, encore une fois, c'est un secret de Polichinelle, mais moi, j'aime bien que les gens soient au courant de tout. Après, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mal. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est très personnel. C'est juste pour que vous ayez l'info, en fait. Voilà, parce que forcément, vous n'êtes pas du milieu, donc vous n'avez pas ce genre de remontée d'informations, donc autant vous les partager. Donc, où j'en étais? Beaucoup de choses en ce moment sont présentes sur Internet et sont créées par personne, en fait. Je vais vous expliquer. On va faire un petit exercice de pensée tout simple. Pour ça, on va comparer un petit créateur 3D pas connu comme moi, ou des tas d'autres, hein, il y en a des tas d'autres en France aussi,
Et on va comparer ensuite ce genre d'organisation, entre guillemets, de compagnie, d'entreprise, qui crée des fichiers 3D de manière procédurale. Donc dans mon cas, c'est pas compliqué, je me lève à midi, et puis je vais me coucher, c'est 7h du mat', et je passe ma journée à sculpter, non-stop. Enfin, j'exagère non-stop, mais je dois sculpter au moins 10 heures par jour. Donc j'ai souvent 80% du temps mon casque VR sur la tronche, et je fais des gestes comme un couillon chez moi pour créer des objets. Ça va du caillou, de la besace, à la tête d'un mec, à un casque, voilà. Enfin, vous avez vu peut-être si vous me suivez certaines de mes créations, je crée plein de choses en 3D, et puis je sais pour certaines que je m'en servirai tout de suite parce que j'en ai besoin tout de suite, et puis d'autres que j'ai envie de faire à ce moment-là, que je vais stocker dans mon disque dur et que je me resservirai peut-être plus tard pour un autre truc. Donc je me crée une base de données comme ça, et puis ensuite, le gros de mon travail, donc créer des objets, c'est entre guillemets, c'est facile. Enfin, c'est facile. Si, c'est facile. C'est facile de faire une besace, vraiment. C'est facile de faire une planche. C'est facile de faire un caillou. C'est facile de faire un visage, surtout avec les modèles de base qu'on a aujourd'hui, qu'on a juste à retoucher un peu. C'est vraiment simple, tout ça. Le plus dur, derrière, c'est de donner vie à tout ça. C'est vraiment la grosse difficulté, en tout cas la mienne, et celle que je retrouve quand même chez la plupart des autres sculpteurs aussi. Ça va être ensuite d'assembler tous ces morceaux pour leur donner un peu d'âme, en fait, un peu de... Ouais, un truc qui pète, quoi. Un truc super classe, un truc qui fait que la pose est cool, que la pose semble humaine, chose sur laquelle je progresse. Moi, je suis encore très très loin d'être très bon dans ce domaine, ça progresse, mais... Donc voilà, on passe, moi en tout cas, et puis la plupart, comme je vous dis, des petits créateurs comme moi, on passe beaucoup de temps sur cette phase de donner vie, donc d'assemblage. On va poser la tête, on va poser les épaules, on va poser les bras, les mains, les doigts, les pieds. Ensuite, on va y mettre des vêtements. Ensuite, on va ajuster la pose. Ensuite, on va, si on veut, déchirer le tissu à certains endroits. Enfin bref, tout ça est fait étape par étape. C'est long, c'est de la création, entre guillemets, quoi. Donc voilà, moi, en une journée, en tout cas aujourd'hui avec la cadence que j'ai, je peux faire une figurine bien. Mais quand je vous parle de mes journées, sans exagérer, je commence à 11h midi et je termine à 6-7 heures du matin. Donc c'est des grosses journées. Et là, en une journée, quand je fais une journée comme ça, je sais que si je commence bien le matin, je sais que le soir, elle sera quasi prête et que je pourrais lancer mes test print le lendemain. Une figurine. Ça, c'est un petit créateur comme moi. Maintenant, expérience de pensée de l'autre côté, du côté business, entre guillemets. Alors, je ne vais pas vous dire que je ne cherche pas à faire du business, ce serait vous mentir, je cherche aussi à gagner ma vie. Comme tout le monde, j'ai besoin aussi d'argent pour vivre dans le monde dans lequel on est. Mais il y a une autre démarche chez d'autres créateurs. C'est très clairement de faire de la thune sans savoir faire. Alors, évidemment, c'est dans notre monde, faire de la thune, c'est un métier, en fait. Et c'est exactement ça, le truc qui me dérange un peu et dont je voulais vous parler. Mais dans le fond, vous allez voir que l'écart entre le type de créateur comme moi que je vous ai exposé et l'autre, vous allez voir que c'est assez violent. Bref, je me perds un peu, excusez-moi. Donc, on va prendre l'autre côté maintenant. Le businessman qui, lui, n'y connaît rien, ni en sculpture, ni en impression 3D, ni en rien, en fait. Son seul truc, c'est que c'est un bon businessman, par contre. Alors ça, c'est clair. Il sait gérer du fric, il sait investir en marketing, il sait combien il doit payer, il sait combien doivent lui rapporter les trucs. Ça, il n'y a pas photo, il sait très bien le faire. Ce mec-là, il a une passion. Putain, je vais me faire défoncer. Ce mec-là, il a une passion, c'est les figurines. Et du coup, il s'est dit, je ferais bien des figurines de moi. Pas de moi. On va dire que c'est de moi. Donc, mais je ne sais pas sculpter. Et j'ai pas le temps parce que j'ai piscine ou aquaponie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des plans 3D ailleurs. Et dans le monde dans lequel on vit, avec des sites internet, là, je vais prendre l'exemple très connu dans ce milieu-là de Fiverr. Fiverr, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un peu triste comme site, mais
Enfin, c'est un peu triste, ça a ses atouts, ça a ses... Voilà. Donc je vais aller sur le site de Fiverr, où c'est des gens qui bossent en informatique dans 99% des cas, et qui sont capables soit de créer des trucs, soit de développer un programme, soit de concevoir en 3D. Et je vais aller choper des gens qui coûtent pas cher. Et pour choper ces gens qui coûtent pas cher, bah, c'est pas compliqué, on va aller dans les pays où le niveau de vie est bien plus bas. Donc on va aller en Inde, on va aller au Pakistan, on va aller en Roumanie, on va aller dans des pays où le niveau de vie est bien plus bas. Parce que là-bas, il y a des gens calés aussi. Il y a des écoles, il y a tout ça aussi. Donc il y a des gens qui sont très très bons aussi en conception 3D. Et je vais demander à un Pakistanais de me faire je dis n'importe quoi. Et puis vous allez voir, c'est très stéréotypé ce que je dis. Donc je vais demander à un Pakistanais de me faire un balcon de maison. Ensuite, je vais demander à un Polonais de me faire des murs de maison. Ensuite, je vais demander à un Chinois de me faire des fenêtres. Voilà. Ça, chaque plan 3D, ça va me coûter 5 €. Un plan 3D, c'est 5 € près d'un Pakistanais, d'un Chinois, ou voilà. Il n'y a pas d'histoire de droit d'auteur. Il n'y a clairement pas d'histoire de droit d'auteur quand on passe, quand on dézoome comme ça et qu'on fait Monsieur Mondialisation. On s'en bat les steaks de savoir que c'est machin qui a créé tel objet. De toute façon, dans les pays en question, c'est pas du tout les mêmes réglementations qu'en France. Donc en fait, il me vend le fichier 3D. Le fichier 3D, il est à moi, il est à mon nom, et lui, il disparaît. Voilà. En gros, il a fait le fichier, il me l'envoie, et lui, il disparaît, il n'existe plus. Il n'y a pas de droit d'auteur. Maintenant, j'ai ces 3 fichiers. Maintenant, j'y connais rien non plus en modélisation. Vraiment, je suis une quiche. Moi, je suis businessman. C'est un exemple, hein. C'est pas moi. Hein. C'est un exemple. Donc, je prends ces 3 fichiers, et je vais me dire, bon, il faut que je les assemble, j'y connais vraiment rien. Allez, on va choper un autre développeur, un mec qui gère sur Unity ou sur SolidWorks ou sur Blender. C'est des logiciels un peu plus complexes, ou des moteurs de création de jeux vidéo, de ce genre de choses. Et je vais lui dire, tiens, voilà 3 objets 3D, et je veux que tu me fasses un générateur de plans. Et ça donne ça. Donc au final, comme vous pouvez le voir, ce business model, il marche. Enfin, il marche dans le monde dans lequel on vit. Il marche super bien, il est ultra rentable. Pourquoi ? Parce que j'ai payé 20 balles d'investissement. Oui, parce que le développeur sur Unity, à l'heure, c'est 30 balles. Je vous dis ça parce que j'ai un copain qui est développeur sur Unity. Pas du tout, il bosse dans le jeu vidéo, mais voilà. C'est 30 ou 40 balles de l'heure. Donc on va dire que j'ai dépensé 30 € pour mon dev Unity, 5 € pour mes 10 fichiers 3D, allez, ça fait 50. Allez, au total, j'ai dépensé 100 €. Et j'ai autant de maisons que je le souhaite, qu'il va falloir juste retoucher un petit peu pour l'impression 3D, parce que l'impression 3D a des contraintes différentes du jeu vidéo. Le jeu vidéo, il n'y a pas de contraintes. Et je peux chier une quantité quasi infinie, grâce à ces générateurs procéduraux 3D. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, c'était juste cette info un petit peu back-office, entre guillemets, un petit peu en arrière, dans les coulisses de la conception, parce que ça me semble important que les gens soient au courant. Ça, en fait, c'est même pas une critique, moi ça me plaît pas, mais je vais pas leur cracher dessus aux gens qui font ça, c'est juste que, déjà de 1, je vais pas vous mentir, ça m'inquiète pour les créateurs, parce que là, on voit l'aspect, moi je vois très égoïstement l'aspect conception 3D, parce que forcément c'est mon gagne-pain, mais ce truc-là, ça existe dans la musique, ce truc-là, ça existe dans la littérature, ça existe dans les articles que vous pouvez voir sur les sites internet. Et du coup, c'est extrêmement flippant de perdre complètement l'aspect créatif de toute forme de choses, en fait. Et du coup, je vais conclure
juste pour vous donner de quoi réfléchir, des cartouches entre guillemets de réflexion. Imaginez qu'à ça vous ajoutez l'intelligence artificielle. Alors c'est très large comme terme, mais en gros on va dire des algorithmes ultra développés qui vont demander des bécanes de folie pour générer les bâtiments, mais par contre ils seront de plus en plus parfaits, de manière immédiate. Donc déjà ça pique, parce que ça peut vous permettre de faire des trucs encore plus beaux du premier coup en appuyant juste sur un bouton. Donc ça c'est l'intelligence artificielle. Et imaginez que vous rajoutez à ça la data. La data, donc c'est l'ensemble des données personnelles, entre guillemets, de navigation, de trucs, à votre logiciel de génération procédurale. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, Jean-Pierre, je prends un exemple tout con, toi, Jean-Pierre, là, derrière, tu t'aimes bien le médiéval, ok? T'aimes bien les châteaux, c'est ton kiff, et tu t'aimes bien faire des beaux châteaux miniatures. Et puis du coup, quand tu as fait tes recherches sur Internet, bah, tu as cherché à mort sur comment faire des beaux châteaux en maquette, comment faire des pavés, enfin bref, tu as fait plein de recherches là-dessus. Du coup, ensuite, quand tu vas aller sur Facebook ou que tu vas aller sur Google ou je sais pas quoi, tu vas taper, parce que tu te lances dans l'impression 3D, tu achètes une imprimante 3D, tu vas te dire, allez, je vais essayer de trouver des pièces de château. Tu vas taper le nom d'un grand fabricant de fichiers 3D, et les premières images qui vont sortir, et les premiers fichiers 3D que tu vas trouver, c'est des châteaux qui vont convenir exactement à ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que toutes tes recherches vont permettre déjà de filtrer énormément certains objets de la base de données du générateur procédural pour les adapter à toi, Jean-Pierre. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas simple à expliquer, puis je suis pas le plus grand orateur du monde, mais vraiment ajouter la data à ce truc-là, et surtout la collecter, parce que, par exemple, quand vous allez sur HeroForge, je reprends l'exemple de HeroForge, mais il y en a d'autres, hein, Eldritch, je sais plus quoi, là il y en a un en ce moment qui sort sur les décors, tout ça c'est des trucs cool, parce que c'est des outils qui sont pratiques, je le comprends, c'est pas du tout une critique, hein. Mais à chaque fois que vous allez créer un objet sur HeroForge, le fichier que vous avez créé, la pose que vous avez donnée, les couleurs, la tête, les accessoires que vous avez ajoutés à votre personnage, ça part pas à la poubelle, hein. Bah non. Bah non, si ça vous a plu à vous, ça peut peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que c'est ajouté à la base de données de la génération aléatoire des fichiers de HeroForge. Ce qui fait qu'il y a peut-être un autre Jean-Pierre dans le monde qui va se retrouver exactement avec la même figurine que vous, parce que celle-là, elle a déjà été achetée 10 fois, on sait qu'elle marche, bim, on la met en aléatoire. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo nocturne sur la génération procédurale, un petit peu d'IA, au passage, je ne suis pas du tout calé dans le domaine. Encore une fois, j'ai parlé avec mes mots qui sont relativement simples et d'un mec qui n'est pas trop allé à l'école, mais je pense que vous avez compris le principe. Moi, étant pas extrêmement intelligent, je l'ai compris, et puis surtout, je l'ai vu faire, et je l'ai écouté, je l'ai analysé. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète pour l'avenir très global de, entre grands guillemets, l'art, ou en tout cas de la création, parce qu'on va perdre l'âme qu'on peut retrouver dans certaines figurines, même les défauts en fait, les défauts, parce que des fois les défauts d'une figurine, c'est aussi des bons souvenirs. Je ne sais pas comment dire, mais il y avait des figurines de mon enfance qui n'étaient pas très belles, je m'en souviens aujourd'hui en fait. Et c'est ça qui fait qu'un truc est dans un milieu de passion, qu'un truc est attachant, c'est qu'il a ses atouts et il a quand même quelques défauts. J'ai terminé ce petit vlog, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, nuit, soirée, peu importe quand vous avez regardé cette longue vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!